Français et amis suisses aussi, même d'une certaine distance. Merci. Et je voudrais remercier, bien que je crois qu'il ne soit pas là, Maître Junot, qui a collaboré en dépit de ses nombreuses occupations. Et puis surtout, Madame Caron, qui a été la cheville ouvrière de cette organisation, et Monsieur Ravillers, et ainsi que Monsieur Berclat, qui a eu la gentillesse de passer l'annonce de cette conférence dans son organe, le Courrier du Continent. Donc, merci à tous d'avoir participé à l'organisation de cette conférence. Je pense que vous êtes conscient que le titre de cette conférence, La guerre des mondes voulue par le mondialisme, correspond totalement, hélas, à l'actualité. On insiste, depuis les attentats du 11 septembre 2001, à une accélération de l'histoire, comme si les partisans du nouvel ordre mondial craignaient de ne pouvoir y parvenir. Rappelez-vous l'injonction fort peu démocratique de Nicolas Sarkozy dans son discours du 16 février 2009, disant ceci: « On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. » Ce n'est là que le vieux rêve messianique des conjurés de la Révolution dite française, qui annonçait la République universelle, déjà à l'époque, titre d'un livre du juif prussien Anacharsis Klotz, ce qui lui valut d'être fait citoyen français par l'Assemblée nationale législative le 26 août 1792. Et déjà, vous voyez, les fondements de la nationalité changeaient de nature. Étaient désormais français, de préférence, ceux qui acceptaient les principes de la Révolution. De là allaient émerger deux notions de la nation qui vont s'affronter jusqu'à aujourd'hui. Celle de la nation héritage, qui est la conception nationaliste, et celle de la nation contrat, idéologique, issue des thèses judéo-maçonniques de la Révolution, en marche, justement, vers cette République universelle. Devant cette constatation, une question se pose. Pourquoi cette démarche acharnée, poursuivie de génération en génération, jusqu'à aujourd'hui? Si l'on veut comprendre la genèse de ce projet, il faut revenir au facteur de l'histoire de l'humanité qui fut la venue du Christ. Sinon, on ne comprend rien. J'ai déjà évoqué ce sujet et j'y reviens encore parce qu'il est fondateur, car sans la compréhension du rôle essentiel de cet événement, pour les Juifs, on ne peut rien comprendre à la longue marche du messianisme mondialiste. Pourquoi ? Parce que jusqu'à la venue du Christ, le peuple juif était, nous dit la Bible, le peuple élu. Ce qui est certain, c'est que les Juifs de ce temps-là en étaient imbus et méprisaient tous ceux qui n'étaient pas eux. Et puis apparaît le Christ et son message de rédemption pour tous les hommes de la terre, et désormais, plus de peuple élu. Tout le monde peut l'être, pour autant qu'il accepte le message d'amour du Christ.
notion évidemment inacceptable pour le pharisianisme juif, qui se voyait dépouillé de son rôle éminent et qui ne trouvait pas dans le Messie, dans ce Messie, celui que le monde juif attendait pour lui donner la domination mondiale. D'où la crucifixion de cet imposteur, à leurs yeux, qui leur volait ce statut de peuple élu. Et on retrouvera cette obsession messianique dans la lettre de Baruch Lévi, vous avez ça dans mon livre, notamment La maçonnerie, à Karl Marx, dans lequel il disait ceci: le peuple juif en tant que collectivité sera son propre Messie. Sera son propre Messie. Ainsi sera accomplie la promesse du Talmud, selon laquelle les Juifs, lorsque les temps seront venus, posséderont les clés des biens de tous les peuples de la terre. Le texte a été publié dans la Revue de Paris, volume 35, page 574, du 1er juin 1928. Telle est la paranoïa du messianisme juif dans son obsession de domination du monde. Et plus on plonge dans l'évolution de l'humanité, dans les révolutions, les hérésies, les invasions qui ont eu lieu, depuis lors, plus l'origine messianique de cette démarche vers le nouvel ordre mondial apparaît. C'est cela que le maran Nicolas Sarkozy, petit-fils de rabbin sioniste par sa mère, annonçait par sa formule « On ira ensemble vers le nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer ». Le diagnostic de cette paranoïa étant posé, examinons maintenant les étapes de cette lutte contre le christianisme qui a façonné la civilisation occidentale jusqu'à la Révolution dite française. Les différentes hérésies qui ont touché l'Église, de l'arianisme écrasé par Clovis, aux cathares, aux albigeois, aux hutistes, aux bohémiens, à la gnose qui réapparaît avec la Renaissance, au protestantisme, puis la maçonnerie, dans toutes on retrouve le même ferment révolutionnaire juif kabbaliste. Toutes. Et cela, jusque dans les invasions arabes venues du Maghreb, de la Tingitanie, dont Tanger était la capitale à l'époque, pour introduire l'islam dans la péninsule ibérique et jusqu'en France. Je signale à ceux qui voudraient creuser ce sujet que l'on trouve nombre de références à cela dans le livre La face cachée de l'histoire moderne de Jean Lombard. Et c'est donc une lutte sourde, cachée envers les pays de l'Europe chrétienne et les hérésies suscitées par le judaïsme, d'où les expulsions récurrentes des communautés juives, notamment en France, mais pas simplement en France, dans d'autres pays d'Europe. On peut dire ainsi que l'antisémitisme a non seulement pour racine la crucifixion du Christ, mais la démarche constante du judaïsme contre les pays chrétiens et leur usure vis-à-vis des peuples. En cela, je ne peux que donner raison pour une fois aux Juifs lorsqu'ils accusent le catholicisme d'être à l'origine de l'antisémitisme. Ils oublient simplement un détail, ils en sont la cause première. Et c'est ce que l'historien juif Bernard Lazare, dans son livre de l'antisémitisme, son histoire et ses causes, paru en 1894, reconnaissait. Si l'on veut faire une histoire complète de l'antisémitisme en n'oubliant aucune de ses manifestations,
de ce sentiment. En suivant les phases diverses et les manifestations, il faut entreprendre l'histoire d'Israël depuis sa dispersion. Partout où les Juifs se sont établis, partout s'est développé l'antisémitisme. C'est Bernard Lazare qui parle. Sa deuxième constatation va encore plus loin. Je cite: « Si cette hostilité, cette répugnance même, ne s'était exercée vis-à-vis des Juifs qu'en un temps et en un pays, il serait facile de démêler les causes restreintes de ces colères. Mais cette race a été au contraire en butte à la haine de tous les peuples au milieu desquels ils se sont établis. Il faut donc, toujours Bernard Lazare qui parle, il faut donc, puisque les ennemis des Juifs appartenaient aux races les plus diverses, qu'ils vivaient dans des contrées fort éloignées les unes des autres, ils étaient régis par des lois différentes, gouvernés par des principes opposés, qu'ils n'avaient ni les mêmes mœurs, ni les mêmes coutumes, qu'ils étaient animés d'esprits dissemblables, il faut donc que les causes générales de l'antisémitisme aient toujours résidé en Israël, même et non chez ceux qui le combattirent. » Tout est dit. Et c'est un juif qui le dit. Les juifs, par leur attitude, sécrètent l'antisémitisme partout où ils sont ou s'établissent. Or, Bernard Lazare n'était pas un juif typique, sorte de Éric Zemmour de l'époque. Il avait été un fervent dreyfusard. Ceux qui connaissent un peu l'histoire, vous savez ce que cela veut dire. Donc, vous voyez, il y a des juifs qui, honnêtement, reconnaissent les causes de leur persécution. Parmi les principales étapes de la montée de cette subversion, il faut dénoncer le rôle de la Renaissance avec la réapparition de la gnose aux réminiscences talmudiques et kabbalistes. Et bien sûr, le protestantisme, poussé à ses débuts par le judaïsme, jusqu'à ce que Luther, découvrant son erreur, passe de la judéophilie à l'antisémitisme en réclamant leur expulsion dans un pamphlet qui aujourd'hui aurait les honneurs des tribunaux, notamment en France et dans tous les pays d'Europe. dont le titre était « Les Juifs et leurs mensonges ». Si vous le trouvez, je vous conseille de l'acheter, ça vaut son pesant d'or. Il avait tout compris, malheureusement, le mal était fait à la chrétienté. Et ainsi, curieusement, on retrouvera le libre arbitre protestant compatible avec la libre pensée maçonnique dont on connaît l'ascendance kabbaliste selon leurs propres textes. Et c'est le travail auquel je me suis acharné et attaché avec mon livre « La maçonnerie », en reprenant les textes juifs et francs-maçons qu'ils décrivent ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent. C'est pas moi qui le dis, ce sont eux qui le disent. Donc c'est au lecteur d'en tirer les conclusions. Tout simplement. L'émergence officielle de la maçonnerie en Angleterre en 1717 allait être l'élément moteur de la Révolution dite française. C'est pourquoi j'insiste toujours sur l'expression dite française, car du fait de son origine maçonnique anglaise et ses intervenants, elle fut tout sauf française à ses origines et dans ses buts cachés. Et ce fut l'élément majeur et précurseur de leur tentative de conquête du monde, toujours en cours.
Alors, petit rappel historique, c'est le député Adrien Duport qui réussit à faire adopter par la Constituante l'émancipation des Juifs qui leur donnait la nationalité française. Et pourtant, ce ne fut pas du tout chose aisée. Il dut s'y reprendre à 14 reprises. Et ce n'est qu'à la veille de la clôture de l'Assemblée que la loi fut votée suite à une menace du député Regaud de Saint-Jean-d'Angély. Ce n'est pas du tout un titre nobiliaire, c'était un monsieur Regaud qui habitait à Saint-Jean-d'Angély. Petite nuance. Qui disait ceci: je demande que l'on rappelle à l'ordre tous ceux qui parleront contre cette proposition, car c'est la Constitution elle-même qu'ils combattront. Menace qui voulait dire quoi? Qui voulait dire que combattre l'émancipation des Juifs, c'était combattre la Révolution. Tout simplement. On leur devait bien ça, puisqu'ils en avaient été les inspirateurs et les financiers, et pour beaucoup d'entre eux, les acteurs. On allait connaître les suites de cette influence, avec notamment la loi d'Isaac Le Chapelier, le décret Allard de 1791, qui interdisait les corporations. Et non seulement ils interdisaient les corporations, qui était le cadre dans lequel s'organisait le travail, mais avec interdiction de toute reconstitution de structures de défense du monde du travail. Ce qui veut dire que le monde du travail, à partir de la Révolution dite française, est livré au capitalisme naissant sans structure de défense. Et c'est ce qui allait provoquer les premières réactions des socialistes non marxistes qui étaient eux-mêmes quelque peu antisémites déjà, dont Joseph Proudhon. Ça tombe bien, puisque je crois que l'organisation de cette conférence s'est faite au nom du Cercle Proudhon. Donc Joseph Proudhon, Albert Sorel, Alphonse Toussenel, donc qui étaient les socialistes non marxistes de l'époque, et bien entendu le nationaliste Édouard Drummond. Et pendant ce temps-là, les États-Unis se développaient. Création nommément maçonnique avec George Washington, les États-Unis allaient prendre progressivement la place de la Grande-Bretagne comme bras armé du mondialisme en marche. Je voudrais vous citer ce texte du British Israel, qui est une structure maçonnique, bien entendu, très proche d'une autre structure maçonnique, qui s'appelle la Pilgrim Society, car dans le contexte actuel, et déjà à l'époque, mais aujourd'hui que dirait-on en plus, particulièrement révélateur. Je cite. C'est bien assez. Vous allez voir à quel point ça colle à ce que nous vivons. La Grande-Bretagne et ses dominions autonomes, avec la République américaine et les Juifs, constituent toute la race d'Israël. C'est elle qui doit instaurer un gouvernement mondial appelé dans les Écritures le royaume de Dieu. On n'est pas en plein messianisme? C'est le mondialisme messianique qu'on cherche à nous imposer. Et ce texte date de 1933, c'était publié dans la revue The National Messenger. Et vous voyez la similitude entre ce texte et celui que je citais tout à l'heure de Baruch Lévi dans sa lettre à Karl Marx. Il y a 50 différences entre les deux.
Et vous voyez comme tout ça se rejoint. C'est pas un complot? Et ainsi, on retombe toujours dans la même paranoïa messianique avec ses composantes anglo-saxonnes, juives et maçonniques, puisque la maçonnerie, comme je l'ai démontré par leur propre texte dans mon livre La maçonnerie, est une émanation de la Kabbale juive. Et puis viendra la Première Guerre mondiale, puis la Seconde, qui allait saigner à blanc les nations européennes, encore chrétiennes, au profit de la montée en puissance de l'Amérique sioniste. Et alors, bon, ça concerne plutôt l'audience française qui est venue aujourd'hui, alors que les milieux dits nationaux en France et jusqu'à l'œuvre française prétendument nationaliste, il est courant de glorifier Georges Clemenceau. Georges Clemenceau, qui a été la cheville ouvrière, transmetteur des ordres de la maçonnerie, qui ont voulu la Première Guerre mondiale. Et pourtant, c'est cet homme, beaucoup d'entre vous connaissent évidemment Charles Maurras. Eh bien, c'est cet homme que, hélas, Charles Maurras, au travers de son très nocif compromis nationaliste, a soutenu par patriotisme et par anti-germanisme primaire. Et c'est à cela qu'allait servir l'hécatombe de 14-18. Alors, vous allez voir, en renfort de ce que je viens de dire, deux citations. Là aussi, vous avez ça dans mon livre. Celle d'André Lebet, qui était une des autorités maçonniques françaises au moment de la guerre de 14, qui disait ceci: la lutte actuelle est la continuation de celle qui s'est ouverte en 1789, la Révolution dite française. Et cette autre, faite à la conférence maçonnique de Lisbonne le 13 mai 1717, par le grand maître du Grand Orient du Portugal, Magalhães de Lima, vaticinant: la victoire des Alliés doit être le triomphe des principes maçonniques. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et voilà à quoi aura servi l'hécatombe de 14-18, à faire, je répète, entretuer les nations chrétiennes de France, pour que puisse se poursuivre ce plan de conquête mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, avec ses provocations, du blocus économique imposé à l'Allemagne national-socialiste, à l'assassinat du diplomate allemand Ernst von Rath par le terroriste juif Herschel Gritzmann, avait les mêmes raisons en vue du même but. Et puis, la suite, l'étape suivante, si vous préférez, ce fut la décolonisation, couverte du pseudo-patriotisme gaulliste, appauvrissant non seulement la France et les autres pays européens, la Belgique, qui avait aussi, tout de même, c'était pas une petite chose, le Congo belge. Donc, cette décolonisation, qui allait non seulement appauvrir les nations de l'Europe, qui avaient tout de même civilisé l'Afrique, mais qui allait appauvrir ces pays. Parce que tout de même, observons les choses. C'est décoloniser, oppressés par l'affreux colonialisme que nous étions, ne trouvent rien de mieux pour survivre que de venir chez nous. Alors il faudrait savoir tout de même, si on était tellement affreux, pourquoi viennent-ils? Et puis, l'immigration-invasion, comme nous disons en France, fut l'étape suivante. Et aucun pays européen, et même pas les États-Unis, n'y échappe. Parce que c'est la volonté
messianisme messianique, de subvertir les nations par une arrivée de populations exogènes qui modifient les bases nationales et raciales des peuples. Et il faut bien voir qu'avec cette politique voulue d'immigration qui nous est imposée par vagues successives de centaines de milliers par an, rien que pour la France, les chiffres connus déjà sous Nicolas Sarkozy étaient de 320 000 par an. Faites le calcul, au bout de combien d'années ne serons-nous plus majoritaires dans notre pays? Et faites attention, vous, amis suisses, la même chose vous guette. Et quand j'ai vu dernièrement la composition de l'équipe suisse de football, où je n'ai repéré que 3 noms suisses d'origine, avec un sélectionneur qui n'était même pas suisse, je vous dis, chers amis suisses, défendez-vous. Mais le meilleur, notre gardien, il est suisse. Donc nous avons vu les fondements idéologiques de cette conquête messianique. Venons-en maintenant aux moyens utilisés pour y parvenir. Dans sa volonté d'imposer le nouvel ordre mondial messianique, l'Amérique sioniste allait procéder par des provocations successives. Et vraiment, ça vaut la peine de voir l'enchaînement de ces faits. Ils ne viennent pas me dire c'est le hasard, c'est le sens de l'histoire. C'est une volonté assumée de génération en génération. Parmi ces provocations, il faut rappeler le faux attentat. Alors ça, vous avez ça dans mon livre « Le complot mondialiste ». Le faux attentat contre le vieux croiseur, c'est toujours des vieux rafiaux qui sont victimes d'attentats ou pseudo-attentats, c'est curieux. En baie de la Havane, le 15 février 1898. 260 hommes furent tués sur le coup, mais curieusement, les officiers et le capitaine furent épargnés parce qu'ils étaient dans une partie du bateau qui était loin de l'explosion. Alors immédiatement, la presse américaine allait charger les Espagnols en les accusant que c'était les Espagnols qui avaient fait sauter le bateau, ce qui fut le prétexte à déclencher la guerre et qui servit, encore une fois, enfin c'était le début des prétextes, à déclarer la guerre à l'Espagne et priver l'Espagne de Cuba et des Philippines. Et puis, il y eut la provocation du paquebot Lusitania, le 7 mai 1915. Alors, c'était un paquebot officiellement civil, transportant donc des civils, mais qui transportait dans ses soutes de l'armement américain pour la Grande-Bretagne. Les Allemands, qui n'étaient pas complètement naïfs, savaient très bien ce qu'ils transportaient, et le bateau fut coulé. Et ce qu'il faut savoir, c'est ça le point important de l'affaire, c'est qu'à l'approche des côtes anglaises de ce Lusitania, l'escorte qui était prévue, Churchill donna l'ordre de faire demi-tour à l'escorte, ce qui facilita évidemment le travail de torpillage. Et ce fut un énième prétexte pour les États-Unis d'entrer en guerre. Et c'est comme ça que les États-Unis rentraient au printemps 1917 en guerre contre l'Allemagne. Et puis, j'ai fait allusion tout à l'heure, j'y reviens un peu plus longuement là maintenant, la provocation de la déclaration de guerre à l'Allemagne par le monde juif. Le 24 mars 1934, j'ai reproduit
dans mon livre Le complot mondialiste, le fac-similé de la première page du quotidien anglais, le Daily Express, disant ceci: le monde juif déclare la guerre à l'Allemagne. Ça, ce sont des choses qu'il faut savoir. Et puis, là encore, je rappelle l'attentat, le meurtre de l'attaché de l'ambassade d'Allemagne, Ernst von Rath, par le terroriste juif Charles le 9 novembre 1938, qui allait provoquer quoi? La fameuse nuit de cristal, qui revient périodiquement sur le tapis pour nous indigner. Mais c'était quoi cette nuit de cristal? C'était le ras-le-bol des Allemands devant cette offensive juive contre l'Allemagne, et ça a été, ils ont simplement cassé quelques vitrines de commerce juif, tout simplement. Et nuit de cristal, c'est ça. Et ça allait être un des prétextes pour justifier l'entrée en guerre de l'Angleterre, puis de la Troisième République, contre l'Allemagne, et puis bien entendu le prétexte du corridor de Danzig, et l'alliance de l'Angleterre et de la Troisième République avec la Pologne, qui leur donnait le droit international d'intervenir contre l'Allemagne. Et si vous posez la question autour de vous, qui a déclenché la Deuxième Guerre mondiale, j'aimerais connaître le résultat du sondage. Combien de gens ne vous diront pas « c'est l'Allemagne » ? Faites le test. Vous m'en direz des nouvelles, peut-être. Si vous prenez mes coordonnées, vous les avez dans la politique. Là. Faites le test. Très révélateur, vous verrez. À quel point les gens sont manipulés et trompés sur tous les aspects de la politique. Et puis, il y a eu la provocation de Pearl Harbor. Pearl Harbor. Pourquoi Pearl Harbor? Pearl Harbor, tout simplement parce que l'industrialisation progressive du Japon commençait à porter tort à l'industrie américaine. Et Roosevelt avait établi un blocus du Japon. Les Japonais essayaient de négocier avec les États-Unis, qui ne voulaient pas entendre raison. Et les Japonais se sont dit, puisque c'est comme ça, on va donner une leçon aux Américains, et d'où l'origine de Pearl Harbor. Mais le problème, le petit détail de l'histoire, c'est que Roosevelt était parfaitement au courant de l'attaque en cours qui allait venir, et qu'il a laissé froidement s'exécuter pour à nouveau avoir un prétexte pour justifier l'entrée en guerre des États-Unis. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est son propre ministre de la guerre de l'époque, Henry Stimson, dans ses mémoires. Que voulez-vous de plus, encore une fois? L'attaque fut, c'est un détail de l'histoire aussi, 3000 morts. Les marins et puis les familles des marins qui étaient là. Mais que ne ferait-on pas pour avoir un prétexte pour déclencher la guerre que l'on veut déclencher? Et puis, vous voyez, on se rapproche de notre temps. L'affaire du 11 septembre 2001. Ce sera encore plus sophistiqué. Je ne sais pas si vous avez quelques notions là-dessus. Je l'ai expliqué dans mon livre Le complot mondialiste. Il y a tout un chapitre consacré au 11 septembre. La fable des avions percutant les tours et les faisant dégringoler est un mensonge absolu. Et je dirais même, et je ne suis pas le seul à le dire,
que probablement les images que nous avons vues ont été des images de synthèse. Parce qu'aucun avion ne peut évaluer entre les édifices de New York à la vitesse à laquelle il aurait dû voler pour pouvoir planer encore. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous prenez les études, tous les témoignages d'ingénieurs en urbanisme, architectes, qui vous disent, quand on veut faire tomber un immeuble tout droit, ce qui était le cas, parce que les tours ne sont pas tombées comme ça, ou comme ça, ou comme ça, comme ça, elles sont tombées comme ça. Le seul moyen, c'est de miner les fondations de ces immeubles. Donc, vous avez eu dans cette affaire-là deux éléments. L'affaire visible de ce pseudo-impact d'avion et la partie cachée qui a été le minage des fondations des immeubles. Alors ne venez pas me dire, ou qu'on ne vienne pas nous dire, que la troisième tour est tombée par contagion à cause de la proximité des deux autres. Quant à l'avion dans le Pentagone, on attend toujours les preuves. Donc vous voyez, et en plus de ça, je dirais, mais ceux qui inventent ces mensonges sont des primaires. Et le pire, c'est que si leurs mensonges portent, c'est qu'ils ont affaire à des primaires qui ne réfléchissent pas aux impossibilités techniques. Et alors, là encore, à quoi a servi le 11 septembre? Toujours la même chose. Provocation, pourquoi faire? Ben, ça allait justifier l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Afghanistan. Et Ben Laden, voyons. Mais Ben Laden, c'était qui? C'était un ancien agent américain utilisé contre les Soviétiques en Afghanistan. Vous voyez, je laisse tout ça à votre appréciation. Vous avez les éléments beaucoup plus développés dans le livre. Et ce qu'il y a d'intéressant à propos de cette affaire du 11 septembre 2001, et je dois reconnaître, d'ailleurs c'est comme avec les Juifs, vous avez des Juifs honnêtes qui vous disent, voilà ce que l'on fait. Eh oui, mais c'est comme ça, et oui. Mais les Américains, c'est un petit peu la même chose. Ce texte c'est une structure de renseignement de l'armée américaine qui s'appelle la Army School of Advanced Military Studies, qui avait publié le 10 septembre 2001 en première page du Washington Times ce texte. Le Mossad israélien, sans scrupules, cruel et rusé, a la faisabilité de toucher des cibles américaines en donnant l'apparence d'une action arabo-palestinienne. Oh, mais comme c'est curieux, et moins de 24 heures après, avait lieu ces impacts, ou soi-disant tels, des deux tours. Et toute la fable qui s'est montée dessus. Et bien entendu, les islamistes étaient pointés du doigt. Mais c'est tout de même extraordinaire, parce que les services officiels américains n'avaient rien vu venir, malgré leur système d'écoute, leurs espions, et puis ceux du Mossad, le service israélien, personne n'avait rien vu venir. Ah, mais on allait connaître tout de suite l'identité des terroristes, parce qu'on avait trouvé dans les décombres des deux tours, ou des trois tours, les passeports. On n'avait pas trouvé les boîtes noires des avions, mais probablement parce qu'il n'y avait pas d'avion, je vous ai parlé d'images synthétiques tout à l'heure, mais on trouvait les passeports. Et donc, on vous disait, c'est un tel qui a fait le coup. Magnifique.
Ça n'avait pas brûlé. Tout s'était désintégré, mais les passeports étaient de bonne qualité. Vous n'avez pas l'impression qu'on nous prend pour des... Je vais être très vulgaire, pour des billes, quoi. Petite parenthèse, peut-être déjà faite d'ailleurs, le rapprochement. Vous ne trouvez pas cette histoire des passeports dans les décombres du 11 septembre curieusement proche de la carte d'identité qu'on a trouvée dans la voiture des terroristes de Paris, de Charlie Hebdo. De Charlie Hebdo. Quand je vous disais tout à l'heure, franchement, ce sont des primaires, ils n'ont pas beaucoup d'imagination, et pourtant ça marche. Ça marche. Ouais, eh bien c'est comme ça. Et puis cette stratégie de provocation et de mensonge de la part du gouvernement Bush, sous la coupe des néoconservateurs juifs trotskistes américains, allait se poursuivre avec la Syrie, de Bachar el-Assad. Et pourquoi? Parce que c'est le verrou à faire sauter avant de pouvoir toucher à l'Iran. Parce que l'obsession d'Israël, c'est de n'avoir aucun pays constitué ayant une force suffisante pour s'opposer à sa volonté d'hégémonie régionale. Le grand Israël, le Eretz Israël, comme ils disent. Or, il y a un phénomène apparemment nouveau, et je dis bien apparemment nouveau, qui intervient dans cette stratégie. Remarquez que l'État islamique, ou le Daesh, comme vous voudrez, d'al-Baghdadi, qui a été tout de même, on le sait, créé par les États-Unis contre la Syrie pour la déstabiliser, avec l'aide d'Israël, semblerait hors contrôle des États-Unis. Toute cette campagne indignant contre les crimes de Daesh, etc., les malheureux égorgés, tatali, tata, etc. Alors, on se trouve devant un problème. Ils créent une structure. Aujourd'hui, ils nous disent que cette structure est criminogène, qu'il faut s'y opposer. Comment est-ce qu'on peut intégrer ça? Ça ne colle pas. Alors, on pourrait dire, bah, c'est le syndrome de Frankenstein, le monstre qui échappe à son créateur. Ouais. Vous croyez ça? Parce que tout de même, quand on regarde comment les choses se sont passées et se passent sur le terrain, c'est pas tout à fait ça. J'ai dans ma documentation un texte du Wall Street Journal de janvier 2015, avec des cartes, qui montrait que depuis les frappes américaines en Syrie, l'État islamique avait multiplié par 3 son territoire. C'est curieux, ça. Mais ces frappes, c'était contre qui, finalement? Contre l'État islamique? Contre les troupes de Bachar el-Assad? Le problème, c'est un certain Vladimir Poutine, dont j'ai parlé dans une conférence qui s'appelait Vladimir Poutine, ou le grain de sable dans la machinerie du nouvel ordre mondial. Vladimir Poutine qui a dit, bon, ça ne va pas se passer comme ça, on m'a eu avec la Libye, on ne m'aura pas avec la Syrie. Et qui a décidé de montrer comment on pouvait faire le ménage quand on le voulait réellement. Tout simplement. Et qui a inversé la donne.
D'où le danger actuel pour le monde d'une troisième guerre mondiale. Parce que entre la politique économique prônée par Poutine avec ses alliés du BRICS, pays du BRICS, vous savez ce que c'est? Le Brésil, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, des échanges économiques hors dollar. C'est toute la finance mondiale qui repose sur le dollar, donc au détriment de Wall Street, qui risque de s'effondrer. Et imaginez le séisme que serait que la Russie et la Chine notamment basent leur monnaie sur les talons or qu'ils achètent par tonnes entières en liquidant leurs dollars et leurs bons de trésor américains. Réfléchissez bien à ça. Donc, voilà. Alors, petite observation, on prétend nous indigner justement contre les crimes du Daesh, tous, des États-Unis, les pays européens, communauté européenne, la France bien entendu, bons petits soldats aux ordres. Mais si, réellement, ils étaient honnêtes, ces gouvernants, est-ce que vous ne croyez pas qu'au lieu de nous faire rentrer par dizaines, par centaines de milliers par an en Europe, des émigrés porteurs justement de ces terroristes qu'ils prétendent dénoncer, la première chose serait de couper ces afflux, de fermer les frontières? Eh bien non. On les ouvre de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Cherchez l'erreur, comme on dit. Alors, comment expliquer justement cette apparente contradiction entre cette politique américano-sioniste et ses alliés pour essayer de renverser Bachar el-Assad et tout en prétendant, donc ils se servent à la fois de l'État islamique et en même temps ils prétendent nous indigner contre les crimes de l'État. Pourquoi ce double langage? Eh bien parce que en fait, ils sont devant une quadrature du cercle. Ils se servent d'un outil, mais ils se rendent compte que cet outil, à terme, va se retourner contre eux. Parce qu'il ne faut tout de même pas oublier que nos pays, avec justement ces émigrés qu'ils ont fait venir, qu'ils continuent à faire venir, est une population qui devient de plus en plus antisémite du fait des crimes d'Israël en Palestine. Et que dans le même temps, les populations européennes, et notamment en France, du fait de la mainmise de plus en plus visible du monde juif sur la politique nationale, deviennent eux aussi de plus en plus antisémites, malgré le matraquage médiatique. Donc, ils sont devant une quadrature du cercle. Ils voudraient bien continuer à se servir de cet islam radical contre nous, mais ils se rendent compte que cet islam radical se retourne aussi contre eux. Et puis, là encore, ils se rendent compte que, comme je le disais tout à l'heure, cette politique de Poutine de dédollarisation est en train de saper les bases de cette Amérique sioniste basée sur la haute finance artificielle. Et que voulez-vous? Quand on voit que des pays comme la Chine, l'Inde, la Russie achètent de l'or par tonne, les Américains ne sont pas fous, ils ne sont pas idiots. Ils se rendent bien compte que tôt ou tard, tout leur système financier, je me répète, mais
C'est très important, ça. Parce que du jour au lendemain, vous avez vu ce qui s'est passé avec le Brexit. Vous avez vu la chute des bourses. Imaginez qu'un jour, et je me répète encore, je me répète parce que c'est fondamental à comprendre, le jour où la Russie et la Chine baseraient leur monnaie sur l'or, je vous promets un séisme financier mondial de première grandeur. Donc si vous avez de l'or, gardez-le. Et vous comprenez pourquoi, je vous ai donné tous ces petites touches pour faire comprendre comment le monde américano-sioniste a besoin de la guerre des mondes. C'est sa seule chance de survie. Et c'est un jeu d'échecs. C'est un jeu de poker menteur avec la Russie et la Chine. Jusqu'où les États-Unis voudront ou pourront aller avec leurs alliés européens, jusqu'où Poutine sera capable de réagir et de leur faire comprendre que on va s'entretuer. C'est l'enjeu de la situation actuelle. Et le Brexit ne va pas améliorer les choses. Parce que là encore, qu'est-ce qui vacille? C'est la haute finance. Je voyais ce matin sur mon portable une nouvelle de commentaire de la London School of Economics, qui est disons, la Mecque de la formation des élites mondialistes, mais s'arrachant les cheveux, se déchirant les vêtements et se jetant des cendres sur le crâne, selon l'expression. Les gens paniquent. Les gens paniquent. Donc voilà, pour les mondialistes, pour sortir de cette quadrature du cercle dans laquelle ils se sont enfermés, en principe, ils auraient besoin d'une guerre des mondes. Compatible, vous connaissez la formule, que l'on trouve dans les bons ouvrages maçonniques, ordo à chaos, l'ordre par le chaos. Nous aurons le chaos, mais l'ordre, de toute façon, leur ordre, ce serait la dictature mondiale. Et cette politique n'est possible que parce que les États-Unis sont le bras armé du mondialisme messianique, comme le dénonce Kevin Barrett, qui n'est pas n'importe qui est maître de conférence à l'université du Wisconsin. Et voilà ce qu'il disait. Comptant sur ces millions de fidèles fanatiques à travers le monde, les Juifs américains dominent clairement la politique étrangère américaine et surtout n'ont pu le faire que grâce à l'assassinat de Kennedy. Il semble bien, poursuit-il, que le coup d'État envers JFK, John Fitzgerald Kennedy, a constitué le tournant historique de cette stratégie. Les présidents Eisenhower et Kennedy menaient des politiques étrangères indépendantes focalisées sur les intérêts américains et non sur les intérêts israéliens. Mais depuis le massacre des Kennedy, les uns après les autres, les États-Unis sont devenus l'esclave abject et servile d'Israël. C'est pas moi qui le dis, un professeur d'université américain, bien ça, placé pour le savoir. Et cela, en fait, n'a pu se faire que par le transfert de la haute finance américaine des WASP, le White Anglo-Saxon Protestants, vers la finance juive. Et en fait, c'est ce que nous avions vécu en France après la Révolution dite française. Même schéma.
Et à ce propos, justement, de ce que dénonce Kevin Barrett, je voudrais citer cette réponse cynique d'Ariel Sharon. Vous vous rappelez qui était Ariel Sharon, Premier ministre d'Israël à l'époque, à son ministre des Affaires étrangères, Shimon Peres, après le 11 septembre, qui s'inquiétait des réactions éventuelles américaines devant les exactions aggravées contre les Palestiniens, après le 11 septembre, Sharon lui disant « Ne vous inquiétez pas, nous contrôlons l'Amérique et les Américains le savent. » Et c'est pourquoi, je répète encore une fois, face à Vladimir Poutine, véritable grain de sable dans cette machinerie mondialiste, le monde judéo-américain pousse à la confrontation des mondes. Une déclaration d'Itzhak Atia, directeur des séminaires francophones à l'Institut Yad Vashem, dans Israël Magazine d'avril 2003, confirme le combat auquel nous sommes confrontés. Voilà ce qu'il disait. Nous sommes bien engagés dans un combat intime entre Israël et les nations qui ne peut être que génocidaire et total. Génocidaire et total. Et si vous n'avez pas encore compris, rapportez-vous à ce que prédit le rabbin Ron Shaya dans un exposé sur comment arrivera la victoire d'Israël par la guerre des mondes. Et d'une part, il reconnaissait que sans Shoah, il n'y avait plus d'Israël, d'où pour eux la nécessité de monter la saga, mais surtout il explique la façon dont arrivera la victoire d'Israël qu'il l'anticipe. Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de Russie, l'a parfaitement compris et ciblé dans sa déclaration le 13 août 2014, devant le corps diplomatique. Les États-Unis, pour tenter de ralentir leur déclin, entraînent le monde vers le chaos et la dictature. Alors, là encore, je vais faire une petite parenthèse pour montrer comment ce monde américano-sioniste s'y prend pour essayer d'empêcher la Russie d'établir au moins un équilibre entre les deux mondes, entre le monde unipolaire sous la dictature américano-sioniste et un monde multipolaire comme le voudrait la Russie, la Chine et que nous voudrions nous tous, chacun chez soi. Je voudrais rappeler, entre autres, parce que je voudrais tout dire, l'une de ces révolutions qu'on a appelée Orange, je ne sais pas pourquoi Orange, quelqu'un qui a amené la couleur, je suppose, qui avait amené au pouvoir le juif géorgien Mikhail Saakashvili, en Géorgie. Il faut savoir que son armée était encadrée par des officiers de Tsahal, l'armée israélienne. Et se croyant suffisamment fort, il avait voulu annexer l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Rappelez-vous, il y a quelques années, je ne sais plus exactement quelle année. Et puis, toujours selon... C'est extraordinaire quand on observe la façon dont agit Poutine, c'est assez intéressant à observer. Il laisse faire. Il laisse entendre qu'en fait, il ne va pas réagir. Et puis, quand Saakashvili et ses armées sont bien enfoncés dans l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, il envoie ses troupes. Et ça a été réglé en 48 heures. Et chose très intéressante, à quoi assiste-t-on à ce moment-là? C'est que tout l'encadrement israélien de l'armée géorgienne
précipitent pour se mettre à l'abri en Israël. J'ai les textes. J'ai cité dans le complot mondial. Et puis, bon, on passe, on en arrive à l'Ukraine. Alors, quelques petites touches, là. Vous avez entendu parler à propos de l'Ukraine, d'une charmante jeune, enfin plutôt un peu passée, certaine Yulia Tymoshenko, la belle blonde, avec ses tresses. Qui était-elle? Qui était-elle? Eh bien, RIA Novosti, qui est un site officiel russe, nous dit ceci. Yulia Tymoshenko, de son vrai nom Grigorionitz, est née à Dnipropetrovsk dans une famille juive lettonne. Donc elle n'est même pas ukrainienne. Et elle a été Premier ministre d'Ukraine. Ah, c'est curieux ça quand même. Et RIA Novosti poursuit. Elle a fait fortune en trafiquant sur le gaz. Elle s'est illustrée dans la révolution orange, financée notamment par le multimilliardaire juif Soros. Et puis, abus de pouvoir, faux attentats, etc., jusqu'au moment où le pouvoir qui était en place à l'époque, elle a été renversée, elle a été emprisonnée, etc. Et là-dessus arrive ce que l'on a appelé la révolution de Maïdan. Alors quelle a été la révolution de Maïdan? Là aussi, c'est plein d'enseignements. Plein d'enseignements. Je voudrais faire un petit rappel avant de poursuivre plus loin. Je voudrais rappeler ce que disait Zbigniew Brzezinski, qui était le membre fondateur de la Trilatérale, qui disait sans l'Ukraine, la Russie est condamnée à une douloureuse descente dans l'insignifiance géopolitique et finalement peut-être à sa disparition. Donc, on voit très bien l'enjeu géostratégique de l'Ukraine contre la Russie. Donc, la déstabilisation de l'Ukraine par les États-Unis était une chose, je dirais, fondamentale et quasiment vitale. Et pour ce faire, ils allaient se servir. On peut les appeler des idiots utiles, je ne sais pas, ou bien, je ne sais pas. Je constate simplement les idiots utiles de Svoboda. C'est quoi ça, Svoboda? Eh bien, c'est un groupuscule néo-nazi. Comment néo-nazi? Je ne comprends pas très bien. Comment peuvent-ils être alliés avec les États-Unis, avec sa politique sioniste? Et alors, en plus de ça, on se gratte encore plus le crâne. On se dit, mais c'est pas possible quand on voit qu'un Bernard-Henri Lévy et qu'un Fabius apportent leur soutien, vont même jusqu'à Kiev pour soutenir Svoboda. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Qu'est-ce que c'est que ces nazillons qui travaillent pour les intérêts américains sionistes? Et alors, il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que la collaboration qui s'est installée entre, une collaboration vraiment terroriste, il n'y a pas d'autre mot, entre ce que l'on appelle le Pravi Sector, c'est aussi un de ces groupuscules ukrainiens actuels, avec Tsahal, l'armée israélienne, encore une fois. Dans la façon dont s'est fait cette révolution de Maïdan, où l'on sait, et j'ai les témoignages de deux quotidiens israéliens qui le disent, Haaretz d'un côté et le Times of Israel, qui décrivent la chose. Ces terroristes, à la fois ukrainiens de Svoboda et de Pravi Sector, avec les tireurs d'élite de Tsahal, tiraient alternativement sur les forces gouvernementales et sur les manifestants.
pour faire monter la colère. C'est vraiment une révolution très démocratique. Alors là, il y a une chose qui est curieuse aussi. On se dit, bon, c'est curieux, mais apparemment, Poutine n'a pas réagi à laisser faire cette révolution. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ce que je sais, c'est que le précédent président de l'Ukraine, Yakoubovitch, n'était pas un personnage très intéressant. Il s'était bien rempli les poches, petit satrape, etc. Est-ce que Poutine a estimé qu'à la limite, ça ne l'intéressait pas tellement et qu'il a laissé faire? Mais, et c'est ce qu'on lui reproche aujourd'hui, il a récupéré la Crimée. Or, la Crimée, c'est quoi? C'était une province russe de toujours, de tout temps. Et sans ce crétin, ou cette crapule de Khrouchtchev, qui a annexé la Crimée à l'Ukraine, les désinformateurs officiels de nos presses ne viendraient pas nous dire que Poutine a volé un morceau du territoire ukrainien. La Crimée a toujours appartenu à la Russie. Et qu'est-ce qui était en jeu là-dedans? C'était la permanence, au-delà de 2017, de la base russe en Ukraine, base maritime. Donc tout est là. Tout est là. Et c'est contre cela, contre ce danger, que Poutine a réagi, et coupant évidemment les ailes à cet essai de contournement de la Russie. Alors, si vous connaissez un tout petit peu ce qui se passe en Ukraine actuellement, avec le président Porochenko, on constate que, en fait, tout ce personnel politique ukrainien actuel est un personnel juif, y compris un certain Mikhail Saakashvili. Coucou, le revoilà. Il n'est pas ukrainien, mais il a été nommé le président de la province d'Odessa. C'est même curieux, ça. Ce qui fait dire un certain nombre d'observateurs lucides que l'Ukraine est un deuxième État d'Israël en Europe. Alors, je voudrais m'attarder tout de même sur un facteur qui est très important parce que ça éclaire toute cette démarche américano-sioniste. C'est le rôle de ce qu'on a appelé les néoconservateurs américains. Pour savoir ce que c'est. Alors, ces néocons, comme on dit en abrégé, qui ont été les acteurs de toutes les déstabilisations mondiales actuelles, en fait, c'est quoi? D'anciens trotskistes. D'anciens trotskistes qui ont commencé à évoluer vers la fin de l'Union soviétique au fur et à mesure de la montée en puissance de l'antisémitisme dans la Russie soviétique. Et de soutien à la révolution bolchevique, donc à l'Union soviétique, ils en sont devenus l'adversaire. Et je voudrais citer à ce propos des néoconservateurs ce qu'en dit l'historien américain Kevin MacDonald. Il pose la question: le néoconservatisme est-il un mouvement juif? Ces recherches ne laissent aucun doute à ce sujet. Cette influence juive trotskiste à travers de l'école anthropologique du Boas, la psychanalyse de Freud,
le New York Intellectuals, l'école de Francfort et les mouvements de la gauche radicale qui visent, comme chez nous, à submerger l'Amérique blanche par l'immigration. Et alors, il dénonce justement le rôle des revues Partisan Review et Commentary, publiées par le American Jewish Committee, proche du B'nai B'rith, et l'Anti-Defamation League. C'est ainsi que de ce gauchisme néoconservateur, entre guillemets, des années 50, allait émerger quasiment tous les membres que l'on connaît, membres juifs, à l'époque d'influence dans le gouvernement de George W. Bush. Et Kevin MacDonald signale les noms trop connus de Paul Wolfowitz, Richard Pearl, Douglas Feith, Lewis Libby, Elliot Abrams, John Bolton, associés à d'autres influents dans les médias et dans les clubs de réflexion. Et puis Bill Kristol, Michael Lydon, dont j'ai parlé tout à l'heure, Stephen Bryan, John Podgoretz, Daniel Pipes, et dans les milieux académiques, Richard Pipes et Daniel Kagan. C'est-à-dire tout le clan belliciste dont l'influence au Pentagone allait aboutir au 11 septembre 2001 et aux guerres contre l'Irak, l'Afghanistan et maintenant en Syrie, puis en Libye. Et Kevin MacDonald notait encore: la tendance gauchiste radicale de ces fils spirituels de Trotsky évoluait à mesure, ce que j'ai signalé tout à l'heure, que montait l'antisémitisme en Union soviétique. Je voudrais signaler aussi une autre étude qui va dans le même sens, celle de sur l'école de Francfort d'Arnaud Tassus, qui confirmait le rôle de cette intelligence juive avec les Karl Grünberg, Marx Horkheimer, George Lukács, Erich Fromm, Theodor Adorno, Karl Kirsch, William Reich, le responsable, enfin un des responsables de la révolution sexuelle. Rappelez-vous, mai 68. Et puis, vieille connaissance, Herbert Marcuse, le père de la révolution de 68. Et puis, parmi les autres influences néoconservatrices que cite MacDonald, celle de Leo Strauss, de l'Université de Chicago, l'un des fiefs de l'intelligentsia juive américaine. Leo Strauss, qui d'ailleurs explique très clairement, il n'y a pas de problème avec eux, ils disent exactement ce qu'ils veulent. Donc, ceux qui ne veulent pas croire, vraiment, c'est qu'ils ne veulent pas croire. Voilà ce que disait Strauss. La démocratie exige d'être utilisée par une élite capable de manipuler l'opinion publique. Vous vous sentez libre après ça? Mais rappelez-vous, c'était déjà ce que recommandait Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminés de Bavière, quand il disait: c'est dans l'intimité des sociétés secrètes qu'il faut savoir préparer l'opinion. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je me répète, qu'est-ce que vous voulez de plus? On voit ainsi qu'il n'y a pas de démocratie, mais manipulation des masses dans la marche vers ce pouvoir mondial du mondialisme messianique. Et comme le note justement encore MacDonald, à propos du livre de Seymour Hersh, Selective Intelligence, paru en 2003, ce qu'il disait: la manipulation de l'opinion publique au nom de la guerre pour la démocratie et la liberté est beaucoup plus porteuse que ne le serait la défense officielle des intérêts israéliens. Difficile d'être plus clair.
MacDonald relevait ainsi que le responsable du département des plans spéciaux du département de la défense américaine à l'origine des désinformations n'était autre qu'Adam Shulsky, élève de Léo Strauss. Donc voilà, ils ont bien tous leurs éléments en place pour influer sur la politique américaine. Et alors, il y a encore cette déclaration de cet autre néoconservateur, Michael Linden, de même origine, très proche de George W. Bush, qui prônait le chaos et l'anarchie pour imposer le nouvel ordre mondial. Et dans son livre The War Against the Terror Masters, c'est-à-dire la guerre contre les maîtres de la terreur, il disait ceci. D'abord, nous devons en finir avec les régimes terroristes, à commencer par les trois grands, Iran, Irak et Syrie. Nous ne voulons de stabilité ni en Irak, ni en Syrie, ni au Liban, ni en Iran, ou même en Arabie saoudite. La question n'est pas de savoir s'il faut déstabiliser, mais comment le faire. Ce livre avait été écrit en septembre 2002. Nous le vivons. Notons au passage le retournement dialectique des termes nécessaires à la manipulation des foules. Ce ne sont pas les États-Unis, Israël, leurs créatures, Al-Qaïda, Al-Nosra, l'État islamique, ou encore la Grande-Bretagne, la France des Sarkozy et Hollande, qui par leur appui sont des terroristes. Non, ce sont ceux qui s'opposent à cette politique qui sont des terroristes. C'est remarquable. C'est remarquable. En fait, si on veut faire un résumé de cette situation, le plan du mondialisme messianique par la guerre des mondes est simple. Toutes les nations doivent disparaître, sauf une. Tous les peuples doivent disparaître dans le magma du métissage, sauf un. Toutes les religions doivent disparaître, sauf une. Et si l'on ne veut pas voir cela, alors effectivement, comme disent certains, y compris dans nos milieux, il n'y a pas de complot. Pas de complot? Alors qu'un Jacques Attali se réjouit, je cite, « L'arrivée des migrants est une incroyable chance. Cela transforme la démographie européenne. » Les gens n'ont encore rien vu. Réjouissance à laquelle faisait écho celle du rabbin Joseph Touitou dans l'une de ses dernières leçons rabbiniques que l'on trouve sur Internet. Je cite, « Le Mashiach, le Messie. » Rappelez-vous ce que je disais au début. Le Messie ne viendra, leur Messie, ne viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté seront totalement tombés. Ce n'est pas un complot. Est-ce que j'ai été assez clair? Ah oui. Et c'est pourquoi je prône une alliance antimondialiste avec tous ceux qui sont en danger du fait de ce complot mondialiste messianique. Merci de votre attention.
Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Monsieur? Vous parlez du 11 septembre 2001. Oui. Il y a, Alexandre peut dire, il y a Cossigal, président d'Italie. Oui, exactement, tout à fait. Eh bien, justement, j'en parle dans le complot mondialiste. Exactement. Très bon ajout. Je ne peux pas parler tout en même temps, c'est pas possible, sinon on y serait encore demain. Exactement, c'est toute l'affaire Gladio. L'affaire Gladio, ça, il faut savoir ce que c'est. Je crois que vous lui posez une question. C'était qui? Juste avant vous, il y a un droit. Bon, je sais pas. Moi, Oui. Il y a une chose qui m'a perturbé dans votre discours, c'est l'histoire des Parlez images. plus fort, je ne sais pas si on vous entend dans le fond. L'histoire qui m'a un peu perturbé, c'est votre déclaration sur les images de synthèse. De synthèse. Est-ce que c'est possible que dans une ville comme New York, personne n'ait vu les avions? Oui. Très bonne question. Observez bien que j'ai mis au conditionnel. Mais une chose est certaine, quand vous regardez par exemple certains films d'anticipation, on voit très bien les images de synthèse qu'on est capable de faire, incendie ou autre. Alors évidemment, on se dit, mais est-ce possible qu'il n'y ait pas eu un Américain, un New-Yorkais, qui se promenant dans les rues et levait le nez à ce moment-là? Je ne sais pas. Mais j'ai regardé et regardé les images, il y a quelque chose qui ne colle pas. On ne voit pas très bien comment... oui, je vois le bras levé. On ne voit pas très bien, il y a quelque chose qui dérange dans cette image, la pénétration des avions dans les tours. Il y a quelque chose, je ne sais pas, j'ai l'impression, enfin, peu importe. Admettons qu'il y ait eu les avions, c'est pas ça le plus important. C'est une piste de plus, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la certitude que les tours ne sont tombées que par minage dans les fondations. C'est ça le fondamental. Voilà. Vous voulez poser une question? Une observation ou plusieurs observations pour rebondir sur certaines choses que vous avez dit à propos de la chose que vient de dire monsieur. Alfred Hitchcock, qui était citoyen britannique, a été payé par Hollywood, alors que Hollywood, moi je dis, a été payé par Hollywood à la fin de la guerre pour faire le montage d'images dans les camps de concentration et montrer les horreurs, et a obtenu ensuite la protection du gouvernement américain par on lui a conféré la nationalité américaine pour le protéger, la CIA le protéger jusqu'à la fin de sa vie. Ah, mais Dans le même sens que... C'est une guerre de l'image. Guerre de l'image, guerre de l'information. Voilà. Alors, d'autres observations, si vous me permettez. Allez-y. Je ne sais pas s'il y a des protestants suisses dans l'Assemblée, mais comme j'ai fait un voyage l'année dernière en Syrie, qui est en état de guerre permanente, qui n'a jamais été qui n'a jamais signé ni armistice ni capitulation avec l'État d'Israël, la devise du Mossad, qui est tirée du livre des Proverbes, a fait l'objet d'une modification de sa traduction par un pasteur protestant suisse dont le nom m'échappe au moment où je vous parle, mais ça se trouve sur Internet, c'est public. Et la devise initiale du Mossad, c'est « Tu feras la guerre par le moyen de la tromperie ». Et aujourd'hui, ils l'ont modifié parce qu'ils se sont aperçus qu'éventuellement ça pouvait se retourner contre eux par « Tu feras la guerre par le moyen de la prudence ». Toujours dans la même veine, parce que vous n'en avez pas parlé, le père de Benjamin Netanyahou, qui s'appelle, je ne sais plus comment, Netanyahou, était le secrétaire personnel de Vladimir Jabotinsky. Vladimir Jabotinsky est un bonhomme redoutable, et vous pouvez trouver ses livres soit dans des bonnes librairies, soit sur Internet. Lisez-le. Il a passé des accords avec des généraux nazis pendant la guerre en Hongrie pour sauver 80 000 juifs. Et c'est eux qui ont, avant que la déclaration de l'État d'Israël soit mise en place en 1947, c'est eux qui ont créé, ça ne s'appelait pas encore le Mossad, mais l'Irgun. L'Irgun, tout à fait. L'Irgun, Et le Stern. Et le Stern. C'est eux qui ont fait des attentats dans des synagogues. Tout à fait. En Irak, en Syrie, qui s'appelait pas, enfin dans ce qu'on appelle le Cham. Provocation, en accusant les Arabes. Bien entendu. Pour que ça leur permette ensuite Évidemment. de dire, voilà. Évidemment. Toujours dans la même veine, si vous permettez de poursuivre, encore une observation.
Ça, je le tiens d'un diplomate français, enfin d'un très haut diplomate français. Aujourd'hui, depuis que Kennedy a été assassiné, lorsqu'un président des États-Unis est élu, immédiatement après son élection, sous le bureau ovale à la Maison-Blanche, il y a une salle de projection. On projette le film de l'assassinat de Kennedy avec des gens de la CIA, enfin de l'État profond américain. Et à l'issue du film, qui n'a aucun commentaire, les gens ouvrent la porte de la salle et disent au président qui vient d'être élu, je le dis en anglais puisque c'est en anglais que ça se passe, Have you got any question, Mr. President? Ça veut dire que s'il touche, ça veut dire que le président des États-Unis, que ce soit Obama ou un autre, sont des marionnettes, comme en France maintenant, et que s'il touche à certaines choses, c'est une vanne de long riff ou un 357 McLaren, enfin Kennedy. Voilà. Ouais. Très bien. Autre question? Oui, madame. Quelle leçon peut-on tirer du Brexit, comme c'est une question d'actualité? Tout à fait, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est gentil comme tout, merci. Alors, le Brexit. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Vous avez bien entendu parler de l'assassinat de la députée travailliste Jo Cox, qu'on nous a présenté comme partisane de l'Union européenne, etc., etc. Mais on s'est bien gardé de vous dire qu'elle était surtout défendresse de la cause palestinienne. Ah, comme c'est curieux. On ne vous l'a pas dit. Oh, c'est curieux. Mais vous le trouvez sur Internet. Et puis autre chose qu'on ne vous a pas dit, c'est que l'assassin, c'est américain. Mais qu'est-ce qu'il vient faire, cet américain? De quoi il se mêle? Suprématie blanche. Ah, néo-nazi américain. Ah, c'est curieux. C'était un partisan d'Israël. Non, mais c'est admirable. Écoutez, c'est admirable. Alors, le Brexit. Ce qu'il y a d'intéressant de voir, c'est la panique qui s'est installée. Je l'ai signalé tout à l'heure dans la conférence. Cette panique, on voit les milieux bancaires internationaux qui plongent. Partout, jusqu'au Japon, aux États-Unis, bien entendu, plongent. Le CAC 40, moins 8%. Je ne sais pas où il en est aujourd'hui, j'en sais rien. Comme si vraiment il se rendait compte que la sortie de l'Angleterre allait être le début de la fin. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, en plus de ça, j'aimerais tout de même pas être anglais. Enfin, disons un bon nationaliste anglais. J'aime pas beaucoup les Anglais, ça ne vous surprendra pas. Mais j'essaye de me mettre à leur place. Qu'est-ce qui va se passer avec les Brexit? L'Angleterre, apparemment, est sortie de l'Europe. Je dis bien apparemment parce que on va voir comment ça va se faire. S'ils ne vont pas récupérer encore une fois. Il y a l'Irlande et l'Écosse qui veulent rester dans l'Europe. Alors, la Grande-Bretagne. Qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, on est là devant une constatation. Je ne me réjouirai pas totalement de l'affaire, parce que des gens commencent à nous dire, oui, mais vous savez, avant que cela ne s'accomplisse, il va y avoir 3 ans au moins nécessaires pour qu'on y arrive. Donc on va être dans un marchand de tapis pour essayer de retenir par toutes les ficelles possibles les Anglais. Business is business. On va voir, mais ce qui est intéressant, au-delà du nom, c'est la réaction de fierté des Anglais, disons, on en a marre que des fonctionnaires anonymes qui n'ont pas été élus décident pour nous. C'est vrai pour les Anglais, c'est vrai pour nous Français. Vous avez, vous Suisses, amis Suisses, avez la chance pour l'instant, bien qu'on vous grignote de plus en plus, de plus en plus. On va voir. On va voir. Mais en tout cas, le fait de voir le désarroi
de ces pauvres petits banquiers faiseurs d'opinion devant la sortie. Là, non, mais la leçon à tirer aussi, c'est que ces gens ne reculent devant aucun crime pour essayer de parvenir à leur fin ou maintenir ce qu'ils ont établi. Je vous ai cité toute la liste des provocations, crimes, etc., depuis le Maine jusqu'au 11 septembre et compagnie. L'affaire de Joe Cox est un élément supplémentaire. Ils ont, pour essayer d'inverser la tendance, jusqu'à assassiner une des leurs, si on peut dire, mais pas tout à fait une des leurs, parce qu'elle était pro-palestinienne. Donc vous voyez, ils ont fait, on pourrait dire, d'une pierre deux coups, je dirais même qu'ils ont fait d'une pierre trois coups, puisque Samouille, un soi-disant suprémaciste blanc américain néo-nazi, entre guillemets, ça élimine une partisane de la Palestine, et éventuellement, ça pouvait permettre de faire gagner ceux qui étaient les partisans de rester dans l'Union européenne. Eh bien, ça n'a pas marché. Mais voilà, ces gens sont capables d'avoir recours à tous les coups tordus jusqu'au meurtre, et au meurtre de masse, comme je crois l'avoir expliqué. C'est pire que l'affaire des poisons. Pardon? C'est pire que l'affaire des poisons. Que l'affaire des poisons. Oh mon Dieu, c'était de l'amateurisme, ça. Ouais, c'est ce qu'on appelle le progrès. Le progrès, entre guillemets. Évidemment. D'autres questions? Oui, oui, j'ai enregistré, oui. J'aimerais avoir votre avis sur les prochaines élections américaines, et notamment sur le personnage de Trump. Est-ce que vous pensez qu'il peut changer la donne, ou parce que Clinton, on sait très bien ce que ça donnera, mais le point d'interrogation... Alors, d'abord, il faut savoir qui est Trump. Trump a multiplié dernièrement des propos tout à fait pro-sionistes. Donc, aucune chose à espérer de lui, c'est un battleur d'estrade, une espèce de Le Pen américain. Pour ceux qui ne savent pas, je leur conseillerais de lire mon livre L'histoire d'une trahison à propos du parcours de Le Pen. Ce sont des gens qui font semblant de mener une certaine politique, mais servent le système. Et Trump est l'élément évident, si bien que les pauvres Palestiniens, que ce soit entre Clinton ou Trump, ce sera exactement la même chose. Donc quand Trump dit je suis contre le TAFTA, il faut comprendre que le TAFTA passera de toute façon... Mais il ne peut pas à la fois faire allégeance aux organisations juives américaines comme il l'a fait et dire qu'il est contre le TAFTA. Il gouverne. Que disait Ariel Sharon, nous tenons l'Amérique et les Américains le savent. Donc là, il y a une hypocrisie et un mensonge. Madame. Oui, moi je voulais juste ajouter quelque chose par rapport aux avions. Il y a quelqu'un qui a posé la question, mais oui. Il n'y a pas de New-Yorkais qui l'ont vu. Moi je voulais juste dire que la NASA, ça fait longtemps qu'ils travaillent sur des images holographiques. Oui, on oui, peut oui. croire que quelque chose existe, mais n'existe pas. Donc on peut très bien voir les avions, même s'il n'y a pas d'avion. Donc, ah non, mais il y a incontestablement... des films comme ça, on peut croire qu'il y a un orateur qui parle, il y a personne qui parle, il faut voir des choses. Tout à fait. Excellente observation. Tout à fait. Tout à fait. Alors évidemment, on est un peu perplexe parce qu'on se dit, bon, ça sort tellement de nos circuits mentaux habituels, on se dit, mais c'est pas possible. Et d'un autre côté, s'il n'y a que cela comme explication, il faut bien se rendre à l'évidence. Mais en tout cas... Que le deuxième avion, il y a des gens qui l'ont vu. Il y a un avion qui a disparu, on ne sait pas où il est allé. Ça. Non, mais le deuxième avion, le premier dans les touches, il n'y a pas de témoignage. Et puis, il y a tout de même 36 000 choses. 260 avions je le rappelle dans mon livre, Le complot mondialiste, c'est que, entre autres petits détails, vous avez connaissance d'un certain monsieur Harry Silverstein, qui avait loué par un bail amphithéotique les 2 tours juste avant les attentats. Et qui a fait jouer les assurances, évidemment, en sa faveur. Mais quel flair il a eu, cet homme. Et puis, autre petit détail, quand on a fait le décompte des victimes des 2 tours,
Ah, mais c'est curieux. Il n'y a pratiquement aucun juif dedans, alors que les branches d'activité représentant d'un œil de tour, il y avait plein de fonctionnaires juifs. Et qui les a prévenus? 260 agents du Mossad ont été immédiatement expulsés par la CIA. Tout à fait. Retour vers Tout Israël. à fait. Alors, la chose très intéressante, justement, c'est qu'on se rend compte qu'aux États-Unis, il y a certains secteurs et du renseignement et de l'armée américaine qui ne sont pas dupes. C'est très intéressant. On ne sait jamais, on ne sait pas où vont aller les choses. Mais à force de mentir, ça va devenir tellement évident que peut-être qu'un jour, ça finira par faire sauter le bouchon. Autre question? Où sont les débris d'avion au Pentagone? C'est ce que j'allais dire. Je laissais venir la question, justement. Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On a cherché, mais on nous en a pas trouvé. Là encore, c'est un explosif. Un explosif. Et des témoignages d'anciens pilotes de ligne disant qu'un avion de ligne ne pouvait jamais voler aussi longtemps à cette altitude-là. Mais bien entendu, et même chose pour New York. Ce que je disais tout à l'heure. Vous imaginez la vitesse nécessaire à un avion pour planer entre les immeubles et manœuvrer sous cet angle d'attaque. Ça ne colle pas. C'est pour ça que cette hypothèse, cette nouvelle hypothèse, c'est tout de même assez récent, que c'est une image de synthèse qui nous a été fabriquée, me semble plausible. Parce que la possibilité de vol d'avion, D'autant plus que techniquement, ça colle pas. les pilotes qui étaient au pilote, c'était quand même des novices, puisqu'ils étaient entraînés sur des petits jodels. Mais de toute façon, on nous a dit que c'était des pilotes musulmans. Mais quelle preuve en a-t-on? Les passeports. Ah oui, les passeports. Oh même. Ok, du monde. Et alors, il y a une chose aussi que j'ai relevée dernièrement, et c'est une journaliste juive américaine, je crois, je ne me rappelle plus son nom exactement, qui l'a souligné, c'est qu'on nous a fait part des messages envoyés par des passagers à leur famille dans les avions. Et puis on apprend qu'à l'époque, les portables ne pouvaient pas, on ne pouvait pas émettre des avions à l'époque avec des portables. Ah, encore un mensonge. Alors vous avez ajouté ça à cela, et voilà, il y a une impossibilité. Et encore une fois, qui profite le crime. Autre question? Oui, il y a mon collègue qui m'a fait remarquer, par rapport aux Russes, là, au conflit entre les Américains et les Russes, qui disent qu'il y a déjà l'armée américaine qui serait déjà aux frontières de l'armée russe, justement près éventuellement. Évidemment, il y a les manœuvres de l'OTAN. Les manœuvres de l'OTAN, apparemment, qui seraient. Évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez de C'est une provocation. Ouais. Ils cherchent à pousser Poutine à la faute. Et ce qui m'intéresse dans Poutine, c'est qu'il ne fera pas la même bêtise, je pense, j'espère, la même bêtise que Napoléon et Hitler. De nouveau, observation, vous avez parlé de Madame Timochenko tout à l'heure, mais pour le gouvernement ukrainien, maître Pascal Junot n'est pas là, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Mais Arseny Yatsenyuk est également juif, l'ancien Premier ministre. Mais bien entendu. Et vous avez la femme du fils d'André Glucksmann, Raphaël Glucksmann, qui est un militant aussi fouteur de pagaille, pour être poli ici, en France, qui est marié avec... Il a fait partie... Non, c'était son père qui a été à mai 68. Son père est mort. André Glucksmann est mort, donc Champagne. Oui, mais son père est un des acteurs de mai 68. Oui, bien sûr. Donc Champagne, il est mort. Enfin, il est mort, donc Champagne. Et son fils, Raphaël Glucksmann, est aussi une S, papa. Et il est marié avec la ministre de l'Intérieur, qui est une Ukrainienne juive, aussi khazare. Enfin, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure dans la conférence, que pour certains observateurs, et parmi eux, je me compte, l'Ukraine actuelle, et c'est un second Israël au sein de l'Europe. Absolument. Et si vous regardez sur le site Novorossia, oui, vous voyez toutes les batailles. Enfin, moi, je suis en lien avec des anciens légionnaires qui se battent du côté de l'armée russe. Et les médias français ne nous donnent absolument pas la situation exacte. Et ça canarde encore de tous les côtés et ils tirent. Les Ukrainiens font exactement avec la technique juive, c'est-à-dire qu'ils assassinent les femmes et les enfants et ils font croire que ce sont les Russes.
Toujours la même pour faire tactique. pleurnicher Toujours dans la les même chaumières. tactique. Mais c'est Toujours évident. la même tactique. C'est évident. Voilà. Vous voulez poser une question? Oui. Que pensez-vous de l'origine supposée khazare des juifs ashkénazes? Ah. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est... Bah écoutez, Parce que moi, jusqu'à présent, il y a de ce que plusieurs- j'en sais, ce n'est pas sérieux, parce que si on analyse bien les choses. Alors, bon, qui a sorti la thèse? D'abord, Arthur Koestler. Ouais, c'est ça. Deuxièmement, Benjamin Friedman. Tous deux juifs. Bon, Friedman converti, moi je veux bien, mais en fait, bon, on sait ce que ça vaut. Ça voudrait dire quoi? Qu'il n'y a plus de juifs, qu'il n'y a plus que des Khazars. Ouais, c'est ça. Donc, si on suit bien le raisonnement, il n'y a pas de complot maçonnique, donc il n'y a pas de maçons, Il n'y a pas de juifs. il n'y a plus de juifs, tout va bien. Ouais, De quoi se plaint-on? ouais, c'est pas sérieux. Non, non, mais ça, je vais y revenir prochainement sur le sujet, parce que je commence... Alors, il y a eu un média dans nos milieux qui s'est fait le vecteur de ce genre de désinformation. C'est l'ISI. Je ne sais pas si vous connaissez. LIESI. Vous voyez ce que c'est? Ouais. D'ailleurs, à mon avis, qui est complètement tombé parce que j'en entends plus parler de l'ISI. Mais là, il n'y a plus de juifs, oui, Khazars, Ouais, c'est Voilà. pas- Donc, je vais m'en occuper. Rassurez-vous. Autre question? Juste Oui. une question. On n'entend pas trop parler, c'est la Chine. On n'entend pas trop parler, c'est la Chine. Au niveau géopolitique. Si, quand même. En ce moment, c'est Quand même. Parce que est-ce que eux aussi sont confrontés un peu comme la Russie, enfin, Évidemment. Regardez toutes les précautions. Prenez par exemple le voyage d'Obama au Japon et au Vietnam. Deux pays qui ont été martyrisés quand même par les États-Unis. Le Japon a besoin de faire un petit dessin avec Hiroshima et Nagasaki. Et le Vietnam, sous prétexte d'anticommunisme, au napalm et au défoliant. Et pourquoi M. Obama est-il allé là-bas? Pour exprimer ses regrets? La repentance des États-Unis? Pas du tout. Simplement pour essayer de se faire des alliés contre la Chine. Même tactique que contre la Russie. On essaye de créer une ceinture de sécurité autour de la Chine. Même chose. mais ils n'ont vraiment pas peur, parce que là, les deux pays, quand même. Ah ben, Russie et la Chine et la c'est quand Russie même- collaborent entre eux, c'est évident. Et puis il y a des choses très intéressantes. Regardez le rapprochement entre l'Algérie et la Russie. Il y en a qui parlent même de la Turquie. Attendez, je n'ai pas terminé. Entre la Russie et l'Algérie. L'Algérie vient de commander des armes russes. C'est peut-être de circonstances. Ce sont les circonstances. Or, qu'est-ce qu'on a appris dernièrement? Qu'un certain Bernard-Henri Lévy prônait la scission de l'Algérie avec la Kabylie. Tiens, rebelote la Libye. N'est-ce pas? Rebelote la Libye. Et qu'est-ce qu'on apprenait aussi? Un message, c'est dans le prochain numéro de la politique, comme ça. Une information assez extraordinaire, je crois que c'est le Canard enchaîné qui l'a lancé, comme quoi la France allait intervenir en Algérie. Et de quel droit? Pourquoi faire? Comme en Libye? Comme en Libye? Curieux quand même. Et vous comprenez pourquoi l'Algérie s'arme avec des armes russes? Et petit à petit, si vous observez bien la carte du monde, on voit notre ami Poutine qui tend ses petits drapeaux ici, là, là, là et là. Donc là, Et quand je vous dis le danger pour nous tous, c'est que les États-Unis et ce qu'il y a derrière se rendent parfaitement compte que Poutine est en train tout doucement de miner leurs assises, c'est là que réside le danger d'une troisième guerre mondiale. De toute façon, il n'y a pas moyen de faire autrement. Si on veut se soustraire à cette dictature mondiale, il faut détruire la puissance américaine. C'est pas compliqué. Mais évidemment, les Américains, et je répète ce qu'il y a derrière, dans la mesure où ils s'en rendent compte, feront tout pour essayer de créer le chaos, pour essayer d'échapper à leur sort. J'ai aussi, peut-être je vais choquer certains, est-ce que c'est possible que Poutine fasse partie du jeu? C'est ma question. Ça, c'est la thèse de Pierre Hillard. C'est Je connais une bien. question, hein. Oui, non, mais Parce j'ai que bien finalement, compris. on veut aller au chaos des mondes. Non, mais vous avez raison de poser la question.
c'est la théorie de Pyrrhilla que je ne comprends absolument pas, parce que quand je vois toute la politique américaine et de l'Europe au sens des Américains contre Poutine, tous les médias qui passent leur temps à cracher sur la Russie, etc., aller dire qu'ils font partie du jeu, c'est tout de même pousser le bouchon un petit peu loin. Effectivement. Il ne faut pas exagérer. Mais les relations entre la Russie et Israël sont au firmament. Mais non, mais je vous ai lu quelques déclarations, par exemple de Ria Novosti, les pieds dans le plat par rapport au monde juif quand même. Regardez la déclaration de Sergei Lavrov au sujet des États-Unis. C'est pas simplement les États-Unis, c'est ce qu'il y a derrière les États-Unis. Mais, et c'est ça qui trompe, c'est que Poutine, je répète, contrairement à Napoléon et Hitler, agit. Il a l'air de faire telle manœuvre, mais en fait, il prépare une autre. C'est très, très, très subtil. Pourquoi croyez-vous que Netanyahou s'est déplacé dernièrement à plusieurs reprises aux États-Unis, en Russie? Et pour essayer de neutraliser la Russie, on sait très bien que ça n'a pas marché. L'aviation russe bloque les interventions israéliennes au-dessus de la Syrie. Ne vous fiez pas à toutes les informations dans la presse de grâce. Et alors, dans nos milieux, on cherche justement, et c'est ça pour ça que je dénonce Pyrrhilla, il joue un jeu pernicieux, même s'il fait une bonne critique du mondialisme, avec cette obsession contre Poutine, ça ne colle pas. Et il a un historique du KGB quand même, Poutine. Et alors? Et alors? Après, voilà. Et alors? Je trouve que c'est un homme politique sur lequel les nôtres devraient prendre modèle. Est-ce que vous avez visionné ma conférence sur Poutine? Eh bien, regardez-la. Je crois que j'ai répondu à cette question. Poutine, effectivement, est un ancien colonel du KGB. Et alors? Et alors? Et ce qui s'est passé, et c'est ça qu'il y a de passionnant quand on observe le personnage, c'est que voilà quelqu'un qui était immergé dans le système soviétique et qui assiste à l'effondrement de son pays et au pillage de son pays et qui reste en place. Il reste en place. Il travaille aux côtés de Elstine. Il monte, il monte, il monte. Et il est investi par Elstine lui-même. Est-ce que ce n'est pas un petit peu le parcours d'Hitler, hein, avec les républiques de Weimar? C'est exactement la même chose. Simplement, Poutine, pour l'instant, ne réagit pas comme Hitler. Et puis Poutine n'a pas été financé par les Juifs. Exactement. Écoutez, quand il dit qu'il est prêt à accueillir les Juifs en Russie, c'est une vaste rigolade, ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est une vaste rigolade parce qu'il existe une république aux confins entre la Russie et la Chine dans les montagnes, qui est une république Birovistan. Exactement. Il peut dire ça, mais venez. Enfin, je ne sais pas si vous aimeriez aller dans le Birobistan. Non, c'est très joli. Surtout qu'en ce moment, je veux bien croire, très montagneux, un peu froid. Et surtout qu'en ce moment, de nouveau, le gouvernement russe prône la politique de terre brûlée dans toutes les régions qui sont frontalières de la Chine pour éviter une invasion. Enfin, ils sont très liés avec les Chinois, mais ils ne veulent pas que les Chinois les envahissent trop. Mais bien entendu, et ça, malheureusement, c'est une chose qui pourrait bien arriver un jour. Et pour dire, enfin, dernière remarque de ma part, pardon, mais le patron en France qu'on appelle la DRM, la Direction du Renseignement Militaire, le général Christophe Gomard, a fait un rapport public que vous trouverez auprès du Sénat. Et dans le même temps, en Suisse, depuis le début de l'année, il ne s'appelle pas chef d'état-major en Suisse, il s'appelle le major général de l'armée, c'est le patron de l'armée suisse. Il a fait une déclaration qu'on trouve dans la RMS, la revue militaire suisse, justement pour dire au peuple suisse, comme nous, notre patron de la direction du renseignement militaire en France nous a dit, ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui collaborent en Suisse avec les Américains, moi je les appelle les judéo-uniens, mais nous aussi en France, il y a toute une partie de l'armée, moi j'ai des amis qui vont à l'OTAN, mais qui sont des taupes
de l'armée française et qui vont chercher du renseignement, qui sont en fait totalement pro-français et qui sont anti-américains et qui disent on les surveille et vous inquiétez pas, ils nous surveillent mais on les surveille aussi. J'attends de voir. Pardon? J'attends de voir. Parce que dans l'armée, il y a beaucoup de francs-maçons. Dans l'armée suisse? Française, je parle. Ah oui, mais, non, mais l'armée française, oui, dans l'armée suisse, je ne sais pas, mais en tout cas, l'armée suisse est Bon, aujourd'hui... Elle est... si vous n'avez pas d'autres questions... Et Moi, que j'ai vous... encore une chose qui m'a dérangé dans vos propos sur Poutine, c'est que moi, je ne crois pas qu'un homme comme Poutine ait pu sortir par son génie. Donc la question, c'est qui est derrière Poutine? C'est-à-dire, un temps, je me pensais que c'était l'armée qui finalement avait repris un peu de bon sens après avoir été humilié partout, et beaucoup de gens me disent non. Mais personne n'arrive à me dire qu'est-ce qu'il y a derrière Poutine. Au début de sa carrière, il était très copain avec un oligarque du nom de Rothenberg. Ouais. Et d'ailleurs, d'après un article de Russia Today, publié à peu près 2 semaines, l'oligarque numéro 2 de Russie a cédé partie de sa fortune à une œuvre caritative, je ne sais pas si c'est la fondation Gates ou pas, mais le nom est Friedman. Mais Russia Today, c'est juif. Hein. Oui, je sais. C'est complètement juif. Oui, mais n'empêche. C'est totalement pro-juif. L'oligarque numéro 2, toujours actuel, il s'appelle Friedman. Mais vous oubliez tous ceux qu'il a mis à la porte. Oui, qu'il a mis en prison, tous ceux qui sont enfuis en Israël.